à Chérif Cheikh Ahmed Tidiane Chérif Diop pour toutes ces informations. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous et c'est avec beaucoup de plaisir que nous recevons ce soir Madame Bakhaw Diong qu'on ne présente plus dans le milieu syndical au Sénégal. Madame Bakhaw Diong, bonsoir. Bonsoir Abdoulaye. Alors vous êtes secrétaire générale de la CNTS FCA Authentique, A pour Authentique donc. C'est quoi la différence entre cette CNTS et les autres CNTS? Merci beaucoup Abdoulaye, je vous remercie pour l'invitation. Effectivement, vous avez parlé de CNTS FC Authentique, c'est-à-dire la CNTS FCA, donc qui est authentique parce qu'il y a une différence entre une soi-disant coordination des travailleurs du Sénégal, force du changement, qui s'appelle maintenant CNTS. Donc il y avait les deux CNTS FC. Bon, la justice a tranché et nous a donné raison. Donc c'est nous qui sommes la CNTS FC. Vous êtes bien devenue CNTS FC authentique. C'est la CNTS FC qui est devenue CNTS FC authentique. Alors, donc vous êtes bien habilité pour nous parler des élections de représentativité. C'est le prétexte de cette invitation. Des élections de représentativité des centrales syndicales prévues le 12 décembre prochain. Oui. Déjà, concrètement, comment cela se passe? Les bureaux, les centres de vote, les électeurs, qui organisent tout cela? Voilà, je vous remercie Abdoulaye. C'est bon que nous allons vers des élections de représentativité des centrales syndicales qui se tiennent tous les 4 ans. Donc c'est des élections nationales qui vont se dérouler sur l'étendue du territoire national. Vous insistez sur national à la... Oui, tout à fait. C'est à l'aune de l'élection présidentielle ou des députés. Oui, parce que ce sont les mêmes élections, parce que ça se passe partout au Sénégal, dans les 46 départements du Sénégal. Et ce sont les travailleurs qui sont les électeurs. Ce sont les travailleurs qui sont les électeurs. Bon, les travailleurs de tous bords, c'est-à-dire les fonctionnaires, les non-fonctionnaires, les travailleurs du secteur privé, les stagiaires, les temporaires, bon, les vacataires, etc. Mais encore faudrait-il que l'on s'inscrive sur des listes Non, les inscriptions se sont déroulées il y a quelques mois. Les inscriptions se sont arrêtées il y a à peu près 10 jours. Les travailleurs inscrits sur les listes vont voter pour les 12 centrales en lice. Parce que 12 centrales vont aller en compétition et les 4 premières centrales vont aller siéger pour les autres travailleurs à la table de négociation avec le gouvernement et le patronat. Mais vous n'avez pas eu besoin de parrainage pour aller à ces élections? Mais non, à ces élections, c'est les inscriptions seulement. Ce sont nos camarades, nos travailleurs. Donc, nous sommes en plein dans la campagne électorale pour aller vers ces élections et les gagner. Et vous l'avez dit, pour les enjeux, c'est figuré parmi les 4 grands, parmi ces 12, pour s'asseoir à la table des négociations, aussi bien avec le patronat qu'avec le gouvernement. Tout à fait. Donc, bon, les enjeux, c'est ça. Comment faire pour que les travailleurs nous fassent confiance pour que nous puissions vraiment entrer dans le carré d'as, c'est-à-dire les 4 centrales les plus représentatives, et nous y sommes. Et nous y travaillons aussi. Alors, vous avez de la matière pour cette campagne, car le Front social est en ébullition ces derniers temps. Justement, on se demande pourquoi, qu'est-ce qui l'explique? Est-ce justement ce contexte de campagne électorale syndicale ou politique avec la présidentielle qui vient et qu'en général les syndicats en profitent pour obtenir des avancées dans leurs revendications? Peut-être certaines centrales syndicales, mais pour ce qui nous concerne, depuis des années et des années, nous travaillons pour l'amélioration des conditions de vie de ces travailleurs. Il y a une évolution du Front social, donc les causes sont multiples. Parce que vous savez, comme vous le savez, il y a le problème de la cherté de la vie, il y a le problème des licenciements abusifs dans certaines entreprises, il y a le problème aussi avec l'employeur ou bien nos employeurs, que ce soit du secteur public ou du secteur privé, qui ne respectent pas les accords qui ont été signés. Donc c'est ça le problème. Le fond du problème, c'est le non-respect des accords. Mais comment cela se fait aussi? Et c'est toujours la même chanson que l'on entend. On ne respecte pas les accords. Des accords qu'on signe pour ne pas les respecter. C'est ça notre problème. Les accords doivent être respectés. Quand même, nous sommes quand même des travailleurs.
nous connaissons bien les textes réglementaires de ce pays. Donc, quand on veut qu'on signe, tu ne peux pas vraiment respecter tes engagements, il faut refuser de signer. Mais est-ce que c'est une stratégie pour uniquement sortir justement de l'impasse souvent des grèves et autres que le patronat signe, le gouvernement signe, pour finalement ne pas respecter... Surtout ça. Pour ce qui concerne par exemple le secteur public ou parapublic, quelquefois le gouvernement ne respecte pas ses engagements. Si réellement il y a des grèves répétitives, bon, ils nous appellent autour de la table de négociation pour signer quand même un accord. Mais ça, c'est différer le problème. C'est différer le problème, c'est la raison pour laquelle il y a cette évolution du mouvement, du Front social. Les accords ne sont pas respectés. Au niveau même de certaines entreprises, il y a énormément de difficultés avec la précarité de l'emploi. Abdoulaye, bon, les travailleurs souffrent. On va aller dans le détail. Par exemple, pour les revendications, principalement, nous avons la révision des conventions collectives et la réforme du Code du travail. Ça revient toujours. Oui, ça revient parce que, pour ce qui concerne la réforme du Code du travail, là, nous insistons. Parce que nous avons fait des constats. Nous avons fait plusieurs constats. Parce que le président de la République avait instruit le ministère du Travail pour que vraiment, que ce ministère, quand même, prépare les textes, révise les textes, c'est-à-dire la réforme du Code du travail, qui tarde à être vraiment mise en œuvre. Et beaucoup de choses, beaucoup de manquements, parce que nous avons aussi, comment dirais-je, la réforme du Code du travail, comme je l'ai dit, la mise en place aussi du Code quand même unique comment dirais-je, de la sécurité sociale. C'est extrêmement important pour les travailleurs. Le monde du travail a besoin de ces changements parce que nous avons constaté que plusieurs conventions n'ont pas été révisées. Il y a des conventions, Abdoulaye, je vous le dis, qui datent d'avant l'indépendance. Tu prenais la convention. Ici au Sénégal. Ici, prenez la convention. Je vais vous donner des exemples. La convention du commerce. La convention du commerce... Vous dites des codes d'avant indépendance? D'avant indépendance, je vais vous donner des exemples. Je vous assure. La convention du commerce date de 1958. Et ce n'est pas encore révisé. Jamais révisé. Révisé, pas encore révisé. Il y a la convention du BTP, les bâtiments, qui date aussi de 1956. C'est incroyable. Je te dis, la convention au niveau de l'hôtellerie et de la restauration date aussi de 1958. Ça, c'est grave. Il y a d'autres conventions, c'est très grave. Il y a des conventions qui ont été révisées, certes, comme la convention avec le secteur du pétrole, la convention avec de la boulangerie, surtout la boulangerie, ils ont signé une nouvelle convention, ça fait pas longtemps, mais malheureusement, rien ne suit. Parce que quand même, il y a des licenciements abusifs, les salaires sont misérables au niveau de ce secteur. Donc, il y a énormément de difficultés. On peut vous citer plusieurs conventions qui datent de Mathusalem et que vraiment, il n'y a pas de révision. Ça, c'est extrêmement grave. Et nous allons nous battre pour que ces conventions soient révisées et que ce code du travail aussi soit réformé. C'est important. Et vous l'avez dit, ça intéresse beaucoup les travailleurs, souvent les licenciements abusifs, comme vous dites, et l'augmentation des salaires. Oui, il y a cette augmentation. Même si le SMIC est passé à 64 1223 francs et la prime de transport à 26 000 francs. Nous, on est d'accord. L'augmentation au niveau du secteur privé, il y a une augmentation un peu minime. L'augmentation de 10% pour quand même les catégories, la première catégorie, de la première catégorie à la quatrième catégorie, 10%. Pour ce qui concerne les... Donc si c'est quelqu'un qui gagne 70 000, 70 000, il n'y a que 7 000. Exactement, 7 000 francs d'augmentation. Ça, c'est les petites catégories. Maintenant, les agents de maîtrise, eux, ils ont une augmentation de 8%. Vous, les cadres, vous n'avez que 5%. Mais c'est minime. Il faut augmenter les salaires parce que le pouvoir d'achat ne suit pas. Il y a l'augmentation du pouvoir d'achat.
les gens ne peuvent plus respirer. Du coût de la du vie. Coût de la vie. Exactement, vous c'est savez, insignifiant. C'est insignifiant. Ouais, pour le donc, privé, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous avons dénoncé depuis des années et nous continuerons à dénoncer cette situation terrible pour le monde du travail et pour les populations. Alors, il y a des problèmes du privé qu'on vient de brosser très rapidement, mais il y a également le secteur public et parapublic. Oui, dans le secteur. Avec l'éducation, la santé, les collectivités locales et territoriales. Là-bas également. Il y a énormément de difficultés. Oui. Au niveau de l'éducation, il y a les lenteurs administratives. Moi, je suis une enseignante. Les lenteurs administratives, il y a aussi le problème des décisionnaires qu'on doit verser au niveau du FNR. Donc, il y a ces problèmes. Il y a des problèmes au niveau de l'école sénégalaise. Même si ils ont augmenté nos salaires, certes, mais il y a des lenteurs administratives. Il y a des avancements depuis plusieurs années et ça ne figure pas sur nos bulletins de salaire. Les décisionnaires là, ils sont plus nombreux que nous. Mais on doit les reverser. Au lieu de les laisser à l'IPRES, il faut les reverser au FNR. Donc c'est extrêmement important. Dans le secteur des collectivités locales, vous avez vu un décret qui a été signé depuis 2012. Signé. Avec des grèves qui perdurent. Avec des grèves qui perdurent. Les gens ne souffrent pas. Avec des retards de salaire à n'en plus finir. Les maires refusent même de payer les salaires parce qu'ils disent qu'ils n'ont pas de moyens. Alors que l'État est là. L'État est garant de cette situation. C'est l'État qui devait régler ce problème avec nos travailleurs. Nos travailleurs restent pendant des mois sans pour autant percevoir des salaires. Vous trouvez ça normal? Non, je suis désolé. Pour la santé, le secteur de la santé aussi a des problèmes. Et toujours en mouvement, même si, comme nous les enseignants, il y a eu quand même quelques augmentations, mais ils souffrent. Nos agents de la santé souffrent, surtout ceux qui sont dans les structures, les dispensaires, les structures sanitaires. C'est difficile. Ils ont des retards de salaire eux aussi. Ils ont des problèmes énormes qu'on ne peut pas vraiment énumérer tout de suite. Parce que le temps ne nous le permet pas. Oui. Mais votre centrale est également, puisqu'on parle d'éducation, est très bien représentée au COUD, où il y a le débat sur l'opportunité de la réouverture du campus social. Et là, on a entendu les travailleurs s'opposer à ça. Oui, la position de votre syndicat? Non, notre centrale prévoit quand même, demande au ministère en charge de l'enseignement supérieur de régler ce problème parce que nous avons entendu le ministre évaluer les dégâts au niveau du COUD à 10 milliards parce que tout a été brûlé. Les bus qui transportaient même les travailleurs, le personnel avait les voitures personnelles. La direction du COUD a été incendiée. Tout a été incendié au niveau. Ce que nous déplorons, mais nous souhaitons aussi vraiment que nos travailleurs qui sont au COUD soient vraiment sécurisés. Parce qu'eux, ils sont là-bas. C'est un problème de sécurité qu'ils évoquent. De sécurité qu'ils évoquent tout le temps, parce qu'il n'y a pas assez de personnel de sécurité au niveau du COUD, du centre. En plus de cela, la direction maintenant a loué des bâtiments ailleurs. En dehors du COUD, c'est les travailleurs qui viennent là-bas. Bon, donc vous dites que les hauts responsables se sont mis à l'abri pour... Oui, ils se sont mis à l'abri, mais ce que nous souhaitons, c'est que le ministère n'a qu'à sortir ces 10 milliards le plus rapidement possible, que l'État l'aide à sortir ces 10 milliards pour qu'on puisse réfectionner quand même le COUD. Et assurer la sécurité de nos travailleurs. Il y a également un secteur névralgique, le pétrole. Souvent aux prises à des soubresauts. Qu'est-ce que vous comptez faire pour pacifier ou en tout cas apaiser ce secteur qui souvent quand il y a mouvement, les stations-service ne sont plus approvisionnées et c'est la population avec le transport et autres là, les véhicules particuliers qui trinquent? Très bien. Le secteur du pétrole, je voudrais d'abord saisir cette occasion pour remercier tous les travailleurs pétroliers et gaziers qui sont venus s'affilier à ma centrale, la Synthèse FC. C'est un secteur très névralgique. Un secteur
où il doit y avoir une surveillance stricte. Parce que si le secteur est en grève, tout est arrêté dans ce pays. Certes, ils ont signé une nouvelle convention. Cette convention a été signée en 2019, certes. Nous sommes d'accord. Mais est-ce que les pétroliers s'y retrouvent, les travailleurs? Il y a un problème qu'on doit régler. Au niveau de la SAR, par exemple, eux, ils n'ont pas de problème. Bon, ils ont quelques problèmes, mais ils sont allés au 14e mois de paie. Ils ont atteint 14 mois, au 14e mois et au 15e mois. Mais les autres structures ne suivent pas. Au niveau du pétrole, il y a le problème de la convention, certes, des agents, des travailleurs du pétrole, mais il y a aussi le problème des chauffeurs des hydrocarbures qui doivent avoir une nouvelle convention. Comme souvent, on les entend revendiquer. Il y a tout ça. Dans tout ce secteur, dont le ministre du pétrole doit être très vigilant et vraiment appeler tous les acteurs autour d'une table de négociation pour qu'on discute de ce problème, parce que nous allons vers la découverte des sites de pétrole et de gaz. Donc le Sénégal, va être, comment dirais-je, très attractif sur ce plan, ce secteur. Sur ce secteur, c'est extrêmement important. Alors, Madame Bakhaw Diong, comme on va à des élections, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me convaincre de voter pour vous? Vous convaincre, c'est très facile. Nous sommes là pour l'intérêt matériel et moral des travailleurs. Pour vous convaincre, c'est très facile parce que vous êtes travailleurs comme nous. Vous êtes des travailleurs de la presse. Vous avez votre nouvelle convention qui a été signée par contre, chez nous, avec le secteur privé. Vous voyez. Donc, pour vous convaincre, c'est très facile. C'est d'abord comment voter pour nous, pour que nous soyons, nous faisons partie de ce carré d'as pour quand même prendre en charge les revendications des travailleurs. C'est très, très, très important parce que les salaires sont bas, la vie est extrêmement chère, les gens ne tiennent plus. Vous qui êtes les travailleurs de la presse, vous devez être notre interlocuteur pour quand même vraiment nous soutenir dans ces élections pour que nous puissions vraiment sortir. Voter Synthèse FC authentique. Mais moi, en tant que travailleur, c'est ce que je voulais dire, j'attends un changement de paradigme. Il y aura un changement. Justement, dans vos rapports entre centrales syndicales et patronat et gouvernement. Vous avez parfaitement raison, parce qu'il y a des centrales soi-disant représentatives qui sont là depuis une dizaine d'années. Et vous voyez, il n'y a pas assez de changement quand même. Nous voulons changer de paradigme. Nous voulons vraiment faire partie de ce carré d'as pour poser les véritables problèmes des travailleurs. Madame Bakhaw Diong, bonne chance. Merci beaucoup. Et votez Synthèse FC. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Beaucoup. Je rappelle que vous êtes de la CNTS FC authentique. Secrétaire général de la CNTS Secrétaire général, précisément. Voilà. Alors, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit car tout de suite, il y aura Fram Fatché avec Pape Ngagne Ndiaye qui reçoit Mame Boye Diao, président de la coalition Diao 2024. Également en campagne ou en pré-campagne, comme vous, Madame. Pour ces élections, je le rappelle, chez vous, prévues le 12 décembre, ce sont les élections des centrales syndicales, des élections de représentativité. Tout à fait. Merci à vous, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programmes sur la TFM, la télévision Futur Média. Merci, bonsoir.